Mercredi 21 février 2024, ce week-end, le français Fares Ziam affrontera Claudio Puelles à Mexico City. Israel Adesanya aurait accepté quelque chose. On parlera bien sûr de toutes les actualités majeures du jour. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Et Ian Garry est revenu sur sa victoire du week-end dernier face à Geoff Neal et il était convaincu dès la fin du combat d'avoir gagné. Il avait fait ce qu'il fallait d'après lui, après avoir revu le combat, ça n'a pas changé. Ok, Geoff Neal a avancé sur lui, ok, Geoff Neal a engagé le clinch, mais il n'a pas marqué de points dans les phases de clinch, il n'a rien fait du tout. Et Garry pense que sa victoire, il la doit à ses déplacements inspirés de ceux des joueurs de la NFL. Alors, on prend pas, mais c'est l'argument qu'il a avancé. Et il dit, moi je voulais surtout pas me faire toucher, il frappe comme un camion de Geoff Neal, donc il fallait tourner, toucher, sortir, toucher, tourner, et c'est ce que j'ai fait. Pour la suite, il demande Colby Covington. D'après lui, Colby Covington n'est plus en mesure de choisir ses adversaires comme il l'a fait pendant de nombreuses années. Il sort d'une grosse défaite face à Leon Edwards et l'UFC ne va sûrement pas lui laisser le choix que de l'affronter. L'idéal serait de l'affronter en Irlande, mais il dit je l'affronterai n'importe où. Moi, je veux amener l'UFC en Irlande. J'ai envie d'être main event là-bas ou co-main event de Conor. Mais bon, comme il le dit, Conor est tellement gros que je pense pas qu'on l'amènera en Irlande. Il dit même si moi j'ai la ceinture, je pense pas que je défendrai ma ceinture en Irlande, l'UFC ne voudra pas. Mais pendant que je suis pas champion, c'est le moment d'y aller. Et puis après le combat contre Covington, encore un combat contre un top contender. Et ce sera le combat pour la ceinture, en tout cas c'est ce qu'il prévoit. Ce week-end, on a Fares Ziam qui combat à Mexico City. Il est déjà là-bas depuis quelques semaines, je crois qu'il a passé 15 jours là-bas pour s'acclimater à l'altitude, vous savez. Il va combattre Claudio Puelles. Puelles, ça fait plus d'1 an qu'on ne l'a pas vu dans la cage et une défaite contre Hooker. Alors c'est un combat dans lequel on le voyait gagnant, on a l'impression que c'était l'étoile montante qui affrontait Hooker qui était sur la fin. Et finalement Hooker l'a battu, beau combat. Puelles, Fares Ziam le connaît bien puisqu'ils se sont entraînés ensemble en Floride. Et même Fares Ziam a passé 10 jours à l'aider justement pour le camp d'entraînement contre Hooker. Et Ziam le dit, j'ai senti que je l'avais un peu surpris dans la lutte parce qu'on le sait, Puelles, sa force c'est son sol. Et Ziam dit même que c'est plutôt un style lutte libre avec de grosses clés de jambes. Il fait souvent le Imanari Roll. Imanari Roll, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand tu te jettes, tu fais une sorte de roulade avant sur ton adversaire, tu lui attrapes la jambe et tu l'amènes au sol. Et donc Ziam le dit, il va être très dangereux dans le premier round, il faut faire attention à ses high kicks, attention à ses amener au sol, à ses clés de jambes, mais passer le premier round, je pense que son cardio va chuter et que là je vais pouvoir imposer mon striking, parce que forcément l'avantage au striking, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est du côté de Fares Ziam, mais ça reste du MMA, il faut faire très attention. Ziam, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu aussi, Moi, je dirais peut-être il a dû combattre quand au mois de mai-juin, c'était sur la carte de Londres, si je dis pas de bêtises, contre Herbert. Il avait gagné à la décision, mais il s'était blessé dans le 3e round. Et c'est ce qu'il a dit, j'étais tellement concentré sur l'UFC Paris, je voulais pas me blesser pour participer à l'UFC Paris, donc j'étais un peu tendu, et finalement je me suis blessé, donc j'aurais mieux fait de me lâcher à 100%. Il estime aussi avoir le niveau du top 15, il dit je me suis entraîné avec Benoît Saint-Denis, j'ai aussi eu l'occasion de tourner un peu avec Fiziev, et je vois que je suis là, je vois que j'ai le niveau, donc j'espère vraiment rentrer dans le top 15. Et en parlant de ça, je voulais dire, l'interview là, il l'a donné à RMC, et le titre de la vidéo c'est Fares Ziam va rattraper Benoît Saint-Denis ou quelque chose comme ça. Et vu comme ça, le titre, ça fait très prétentieux, mais c'est pas du tout ça l'interview. Il a dit, moi, Benoît Saint-Denis, on s'est déjà entraîné ensemble, je l'aime beaucoup, je l'apprécie, mais bien sûr, le but, c'est de faire comme Benoît Saint-Denis, d'aller le rattraper, et il espère ne pas avoir à l'affronter, il veut pas faire un combat franco-français. Donc quand on voit le titre de la vidéo, on pourrait se dire, ouais, Ziam, il est un peu... Voilà, il se voit peut-être plus beau qu'il ne l'est, il est un petit peu arrogant, mais pas du tout, c'est pas du tout ça. La suite, en cas de victoire contre Puelles, ce serait d'affronter Hooker. Alors il dit, moi je voudrais recombattre au mois de juin, mais s'il n'y a pas de combat au mois de juin et qu'on me dit juillet, je préfère attendre l'UFC Paris et prendre Hooker à Paris. Donc pourquoi pas, Hooker à Paris, ce serait vraiment une belle affiche. Et puis il est managé par Ali Abdelaziz, je ne le savais pas, avant il faisait partie de la même équipe de management que Benoît Saint-Denis, maintenant c'est par Ali Abdelaziz, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus gros manager au monde pour ce qui est du MMA, et puis il y a toujours ce projet de créer le PSG MMA, il dit ouais j'en ai entendu parler, et comme Ali Abdelaziz serait impliqué là-dedans, il y a de fortes chances qu'il rejoigne le projet si ça a lieu, donc PSG MMA, je ne sais pas si ça verra le jour un jour, mais en tout cas Fares Ziam pourrait bien en être. Il y a Eugène Barman, le coach très connu en Nouvelle-Zélande, c'est notamment le coach de Israel Adesanya. Il est revenu sur l'état actuel du MMA, il a dit que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui change, c'est qu'avant, perdre en MMA c'était ok. Tu pouvais perdre et t'étais pas fini et t'allais revenir et t'allais aller à la ceinture, alors qu'à la boxe anglaise, au contraire, on le sait depuis des années, le but c'est d'avoir un mec qui arrive à la ceinture, qui est invaincu, puis on fait un choc pour la ceinture entre deux mecs invaincus, et il trouve que ça c'est un petit peu en train de changer, que dès qu'un mec perd, on est en train de dire ah ça y est, il est fini, c'est la fin.
Mais c'est normal, puisqu'il dit le sport devient de plus en plus mainstream, il est de plus en plus diffusé, il y a de plus en plus de fans, et forcément les avis changent un peu. Concernant son poulain, Israël Adesanya, il l'a confirmé, il est en camp, il revient de blessure, mais il s'entraîne très bien, et on a accepté quelque chose. Alors il dit pas quoi, il dit on a accepté ça pour les fans, on a accepté ça pour l'UFC, parce qu'on est très reconnaissant de ce que l'UFC nous a donné, toutes les opportunités. Et vous savez, il y a de fortes chances que Adesanya affronte Dricus du Plessis. Et du Plessis, il a un style très particulier. Donc on lui a dit, ouais, est-ce que t'es pas un peu... t'as pas un peu peur du style de du Plessis? Parce qu'on disait jusqu'à maintenant que c'était du grand n'importe quoi. Puis finalement, on se rend compte qu'il est de plus en plus dangereux. Et il dit, moi, j'ai des combattants qui ont tous les styles, notamment des styles à la du Plessis. Ne croyez pas que tous mes combattants ont le style d'Adesanya. Quant à tous les combattants qui ont le même style dans une salle, c'est pas bon. Un bon coach, ça doit prendre un combattant, un gars qui arrive dans sa salle, et puis le modeler selon les points forts, les points faibles, etc. Donc Adesanya peut tourner avec des mecs qui ont un style similaire à celui de Dricus du Plessis, et puis Adesanya surtout il a des bases universelles qui lui permettent de s'adapter à tout type d'adversaire, ça c'est pas faux, mais il s'attend quand même en cas de victoire contre le Sud-Africain à un combat très compliqué. On a les payes de l'UFC du week-end qui sont tombés, et Henry Cejudo, ancien champion, je le rappelle, c'était son 14e combat à l'UFC, il a pris 150 000 $. Alexander Volkanovski, c'était 750 000. Et puis Ilia Topuria, 350 000. Alors je sais pas s'il y avait des points pay-per-view là-dedans ou pas. Mais bon, Volkanovski, 750 000. Après, il va y avoir des taxes, hein, bien sûr. C'est pas net dans sa poche. Il va payer son staff, etc. Mais c'est vrai que Cejudo, ça fait beaucoup parler. 150 000 pour un ancien champion. C'est vrai que par rapport à ce que prennent les mecs en boxe, hein, par exemple, c'est pas grand-chose. Vous savez, il y a une blague depuis des années, c'est de dire que quand un combattant MMA se retrouve sur la pochette du jeu eSport UFC, en général, c'est pas bon signe. Bah écoutez, le UFC 5, c'était Valentina Shevchenko et Alexander Volkanovski sur la pochette. Bah les deux ne sont plus champions, donc la malédiction se confirme. Kevin Lee est sur le retour, j'en ai parlé il y a quelques semaines, et il est revenu sur son combat contre Charles Oliveira, qui a eu lieu il y a 4 ans quand même, et il dit, dans ce combat, dès le premier round, il m'a détruit les jambes, j'ai eu besoin de me faire opérer 3 fois après le combat, et 4 ans après, je suis toujours en train de me remettre. Il avait dit qu'il était blessé au genou, je ne savais pas d'où ça venait, bah ça vient du combat contre Oliveira, et il y a un gars qui lui dit, ouais, est-ce que tu t'es tout de suite rendu compte qu'il y avait une blessure pendant le combat? Et il dit non, je m'en suis rendu compte que des semaines après, quand on m'a dit que c'était si grave que ça, pendant le combat j'avais mal, mais ça allait, c'est pour ça que j'ai continué. Mais il dit attention, je suis pas en train de prendre une excuse, hein, c'est Charles Oliveira qui m'a blessé, il a fait ce qu'il fallait, et moi maintenant c'est à moi de revenir. Donc comme quoi, hein, les low kicks, ça peut avoir des effets terribles. Il y a eu une rumeur hier hein, sur les réseaux sociaux comme quoi Adesanya et Chimaev allaient s'affronter en main event d'un UFC en Arabie Saoudite. Ça a été démenti par Dana White. Alors je sais pas, est-ce que l'info a fuité trop vite ou pas, mais en tout cas ça a apparu sur les réseaux, puis très vite ça a été démenti. On a Oumar Nurmagomedov qui félicite Merab Dvalishvili en lui disant qu'il mérite son combat pour le titre et qu'il pense qu'il va devenir champion, et il lui dit ensuite on pourra faire la papaka blanche contre la papaka noire. Donc c'est la perruque en fait qu'ils ont sur la tête, hein. Nurmagomedov il a la même que Khabib, la blanche, et puis Merab il arrive souvent avec une noire. Donc ce combat, un jour, je pense qu'on y aura le droit si les deux continuent à gagner, et ce sera très beau à voir dans la cage. On a le coach de Volkanovski, justement, puisqu'on parle de ce week-end, qui a dit que Volkanovski était en train de suivre le game plan, il faisait ce qu'il fallait, il était en train de trouver sa distance, il commençait à toucher, on savait qu'Ilia Topuria avait la chance du gros frappeur, et il a réussi à frapper. Félicitations à lui, donc voilà, ils reconnaissent la défaite, mais apparemment Volkanovski est en train de faire ce qu'il fallait, donc il suivait le game plan. Kevin Jousset, lui, annonce qu'il a accepté un combat, que la nouvelle va bientôt tomber, donc j'ai hâte de savoir quelle sera la suite pour lui, il se rapproche du top 15 petit à petit. Tyron Woodley, ancien champion UFC, on lui a demandé quel était son secret pour continuer à être en forme à son âge, et puis surtout il a été champion très tard, hein. Après 35 ans il a continué à être champion, et il dit une des raisons majeures c'est que j'ai jamais pris de stéroïdes, et ça m'a toujours forcé à travailler beaucoup, travailler plus que les autres, et il y a beaucoup de gars qui prennent des stéroïdes, et le jour où ils arrêtent, bah, ils ressemblent plus à rien. Moi j'ai jamais pris de stéroïdes, mon corps et mes résultats je le dois à mon travail acharné, et j'en suis très fier. Donc Woodley c'est vrai qu'il était très particulier en tant que champion, mais plus là il est à la retraite, on l'entend beaucoup moins, il parle beaucoup moins, il essaye moins de se vendre, et je me rends compte que c'est un personnage quand même intéressant à écouter parler. Sergei Pavlovich nous explique que son reboot pour le citer est fini, donc on le sait, il a été suivi par des médecins suite à sa défaite, il y avait sûrement des petites blessures, etc. Et il dit là c'est reparti, de retour au travail, et il tag l'UFC, donc j'espère qu'on aura bientôt des nouvelles pour lui.
des annonces de combat maintenant, puisque Pat Sabatini va affronter Nate Landwehr. Très beau combat. Landwehr, c'est un combattant qui met la marche avant, qui avance et qui s'arrête pas. Il s'arrête que quand il se fait finir. Donc ça va être très intéressant à voir. Et puis au Bare Knuckle, maintenant, on a Dodson qui va affronter Agüero. Je crois qu'on en avait déjà parlé, hein, mais Dodson toujours très actif maintenant au Bare Knuckle, ancien combattant de l'UFC. Ça va avoir lieu le 29 mars. Donc je suis content pour lui s'il peut prendre de l'argent. Écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter si vous voulez. Après, moi, je lis les messages dans la Minute Auditeur. Je réponds à tout le monde à l'écrit. À vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et puis, on passe tout de suite à la Minute Auditeur. Minute Auditeur que je commence avec Seth Vapfan qui me dit si Ngannou bat Joshua, il ne faudra pas compter sur lui en MMA. Je sais pas du tout. Je sais pas parce que son coach dit qu'il va revenir en MMA. Ngannou en a parlé, le président du PFL l'a dit aussi, donc je sais pas du tout quel est le deal, qu'est-ce qui a été signé, et tu me dis quant à Chandler, malheureusement pour lui j'ai l'impression que McGregor ne reviendra pas, puis tu me dis ouais McGregor il a aussi été appelé par Topuria et par je ne sais plus qui, ben ouais c'est compliqué pour Chandler, après je comprends, Chandler il a de l'argent, apparemment il combat plus non plus pour l'argent, il se dit qu'il peut faire un dernier gros billet, un gros dernier coup de pub. Donc je peux comprendre pourquoi il attend. Puis aussi sur Ngannou, je suis d'accord avec toi. S'il bat Joshua qui fait un gros billet et qu'on lui propose un truc massif contre je ne sais qui, c'est vrai que revenir en MMA après, ça peut être compliqué. Aussi un petit point, vous êtes nombreux, il y en a quelques-uns qui me disent que leurs messages sont effacés. Ils postent un message et le message est supprimé par YouTube, donc vous me demandez si c'est moi qui vous supprime, pas du tout. Je supprime pas les messages, c'est YouTube, je sais pas pourquoi. Je sais pas s'il y a un mot que vous utilisez qui est flashé par YouTube, mais en tout cas non, c'est pas moi du tout. Ensuite, j'ai Afurp qui me dit « J'avais entendu des rumeurs comme quoi l'UFC ne sont pas très fans des stades de football, etc. Mais pour ce qui est du stade de France, du stade du Real Madrid, pardon, qui est très moderne et qui peut se couvrir, ça pourrait faire la même ambiance que dans les arènes avec des milliers de spectateurs en plus. Donc pourquoi pas une défense de titre de Topuria dans ce stade ?» Dana White a dit qu'il n'était pas contre l'idée, notamment parce que le stade se fermait. Et l'UFC, en effet, ils sont pas fans de faire ça dans des stades. Ils l'avaient fait en Australie il y a quelques années. Mais je pense que là, si le stade peut se fermer, Dana White peut dire oui. Ensuite, c'est SS Lazio qui me dit purée, comment ça m'énerve avec tout ce qu'a donné à notre sport et au pied-point Mark Hunt, le voir continuer à son âge alors que le mec a expliqué qu'il avait déjà tous les symptômes de la maladie, me fait chier. J'espère qu'il va les plumer. Et oui, Mark Hunt, c'est très compliqué. Hein. Comme je te disais, il a gagné beaucoup d'argent dans sa carrière. En plus, il vient d'une famille où il n'y avait pas beaucoup d'argent, un père violent, etc. Il pourrait se dire, ouais, ça y est, j'ai fait de l'argent, c'est le moment de profiter. Le mec, il s'entête dans des procès, etc. Maintenant, je lui souhaite que ça marche. Mais honnêtement, j'y crois pas beaucoup. Puis comme tu me dis, hein, Jérôme Le Banner avait dit que Mark Hunt était un mec très sympa. Donc ouais, c'est pas un mec qui a l'air méchant, mais là, j'ai peur que sa retraite ne se passe pas comme prévu. Et puis j'ai Star Tigre qui me dit un retour de Fedor serait une totale masterclass, juste pour apprécier une dernière fois cette légende. Bah écoute, s'il revient pour affronter un gars de sa génération, ou tu vois, quelque chose comme ça, oui. Mais là, comme il disait, Ngannou, franchement, moi j'ai pas envie de voir Fedor se faire détruire par Ngannou dans un ring. Mais regarde, Mark Hunt te cherche un adversaire, tu fais un Mark Hunt Fedor au Japon, je suis sûr que les gens vont adorer, ils vont y aller. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. J'espère que ce sera pour les deux, que Mark Hunt prendra un gros billet et qu'il arrêtera les poursuites judiciaires. Maintenant, j'ai pas la boule de cristal. Écoutez, on se retrouve demain à 17 h. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Passez une bonne soirée, salut!